Bon, il est minuit 16. On la vit comment cette séance de minuit qui n'a toujours pas commencé ? Super bien. J'arrive même plus à faire marcher mon cerveau correctement là, je t'avoue que... C'est très bizarre parce que j'ai l'impression d'être en jet lag parce qu'il faut dire que les lumières dans le grand théâtre Lumière ressemblent énormément à la lumière du jour, donc c'est un peu comme à Las Vegas, on sait plus très bien... porte bien son nom. On sait plus très bien quelle heure il est quoi. Ouais, c'est terrible. Pour l'instant pas concluant, Non. La séance de minuit. La séance de 23h45. Ouais, qui est en train de se transformer en séance de minuit 24. Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans Anaïs se fait des films, spécial Cannes 2026, le podcast actuellement enregistré en direct depuis le tapis rouge. On se rapproche de la fin du Festival de Cannes et on va pas se mentir, je me sens un peu comme le tapis rouge, c'est-à-dire fripé et piétiné. À ce stade, j'ai vu une quarantaine de films, réalisé 8 interviews et bu environ 300 de cafés gratuits. Bref, je suis un peu fatiguée. Et à ceux qui seraient tentés de me dire « il faut dormir la nuit », eh bien sachez que la nuit aussi, on regarde des films. Cette semaine, j'ai décidé de vous emmener dans une des sections les plus fun et mouvementées du Festival de Cannes, les séances de minuit. D'où vient cette tradition nocturne ? Ça fait quoi de regarder un film à minuit accompagné de 2000 personnes ? Et pourquoi est-ce qu'une séance de minuit a envenimé la guerre entre Bolloré et le monde des artistes ? Je vous dis tout dans cet épisode. Comme toute bonne névrosée, je suis insomniaque. Je suis la plupart du temps incapable de me coucher tôt, et si je reste éveillée, plus la nuit avance, plus mon niveau d'énergie s'accroît. L'insomnie, c'est globalement un calvaire, mais ça peut être très pratique dans certaines circonstances, en soirée par exemple, ou quand il s'agit d'assister aux séances de minuit du Festival de Cannes. Ces projections un petit peu spéciales, qui ont toujours lieu dans le Grand Théâtre Lumière, sont programmées entre minuit et minuit 30, et ces dernières années, elles ont pris une place de plus en plus importante au festival. Ces séances sont souvent réservées à des films un peu décalés, des films B, des films de réalisateurs émergents, ou des films de genre, thriller, fantastique, survival ou films d'horreur, bref, des films fun, que certains pourraient décrire comme des plaisirs coupables, mais qui ont surtout le pouvoir de galvaniser une foule de fous furieux qui ont choisi de se coucher très tard. Pendant longtemps, on n'en comptait que 2 ou 3 par édition, alors que cette année, pas moins de 6 films appartiennent à cette sélection, une tendance qui reflète sans doute la popularisation progressive des films de genre et leur intégration au cinéma mainstream. La séance de minuit, c'est une pratique qui a gagné en popularité dans les cinémas dans les années 70. L'idée, c'était de diffuser des films cultes, à petit budget ou un peu étranges. En gros, un cinéma marginal qui s'éloigne des goûts du grand public et qu'on diffusait à l'heure où les gens normaux sont déjà partis se coucher. Sauf qu'on est beaucoup dans le monde à ne pas être très normaux et le phénomène a vite gagné en ampleur avec des films comme le Rocky Horror Picture Show, Pink Flamingos de John Waters ou Eraserhead d'un certain David Lynch. Et dans les festivals de cinéma, c'est aussi désormais devenu une tradition. Celui qui a vraiment popularisé l'événement, c'est le Festival de Toronto, avec les fameuses séances Midnight Madness, qui ont démarré en 1988 et qui restent encore très en vogue aujourd'hui. À Cannes, les séances de minuit font leur apparition sous l'impulsion du délégué général Gilles Jacob, et la première séance de minuit répertoriée comme telle a eu lieu en 2000 avec Requiem for a Dream. J'imagine même pas voir ce film en séance de minuit. Parmi les films qui ont été montrés en séance de minuit à Cannes depuis, il y a notamment eu Love de Gaspard Noé, Dernier train pour Busan, l'excellent Arctic avec Mads Mikkelsen ou encore Dracula 3D de Dario Argento. Pour les gens qui préfèrent se lever tôt que se coucher tard, les films de minuit sont aussi programmés en rattrapage le lendemain matin à 8h30 dans une autre salle. Et depuis que je viens à Cannes, c'est généralement à cette heure-là que je rattrape ce qui m'intéresse. Avant cette année, en 11 ans, je n'avais fait qu'une seule séance de minuit, en chopant une invitation à la dernière minute dans la rue. Le film, c'était Fahrenheit 451 avec Michael B. Jordan et c'était vraiment nul. Enfin, je pense parce que j'ai dormi pendant 80% du film. Mais comme vous le savez, cette année, je dis oui à la vie et je suis prête à tout pour vous raconter les coulisses du festival. Alors, j'ai tenté d'expérimenter les projos tardives. J'en ai fait 4, Jim Quinn, Fast and Furious, Sanguine ou encore Fulfill. Et franchement, j'ai pas du tout regretté. Déjà, j'ai inversé mon planning habituel. Je rentrais souvent à 2h du mat, après les séances de minuit, mais le matin, je n'ai fait quasiment aucune séance de 8h30, qui étaient auparavant mes préférées. En bonus, ce changement d'organisation m'a aussi fait zapper les soirées, ce qui m'a sans doute permis de gagner quelques points de vie. Alors, qu'est-ce que ça fait de mater un film à minuit ? Honnêtement, j'ai rarement autant lutté contre mon propre corps. Je vais pas aller jusqu'à dire que je comprends pourquoi la privation de sommeil est une méthode de torture, mais franchement, c'est chaud.
Même en étant insomniaque, le rythme du festival est tellement intense que c'est très dur, voire impossible de tenir pendant ces séances. On a les yeux qui piquent, on bouge beaucoup dans son siège pour essayer de ne pas s'assoupir. Parfois, on n'y arrive pas et on se met à faire des rêves à moitié éveillés devant le film et puis on se fait quelques torticolis à force de tourner notre nuque dans tous les sens quand on est à moitié endormi. Alors pourquoi s'infliger ça, vous allez me dire ? Pour l'ambiance. Ce qui rend les séances de minuit immanquables, c'est leur atmosphère électrique et parfois complètement survoltée. Vous le savez, à Cannes, il est de coutume d'applaudir au début d'un film lorsque le générique du Festival de Cannes défile à l'écran. Souvent, en projection de presse, les applaudissements, ça ressemble à ça. Et en séance de minuit, ça ressemble à ça. Comme en séance de gala, pour les séances de minuit, l'équipe du film entre dans la salle du Grand Théâtre Lumière après avoir fait la montée des marches et le public est systématiquement déchaîné, que ce soit pour des réalisateurs débutants auxquels on a envie de donner de la force ou des cinéastes cultes auxquels on témoigne toute notre admiration. Cette année, ça a démarré très très fort avec Fast and Furious, une saga dont je suis très très fan. La soirée a certes commencé dans la douleur, comme je vous le racontais dans un épisode précédent, avec Vin Diesel qui a un peu trop savouré son moment. D'abord en passant une demi-heure à faire des photos sur le tapis rouge, puis en se lançant dans une tangente interminable une fois arrivé dans la salle. Résultat, 45 minutes de retard, et vu qu'il était minuit passé, j'ai un peu envisagé de me jeter du balcon du Grand Théâtre Lumière pour abréger mes souffrances, et par la même occasion faire taire Vin Diesel. Mais dès que les lumières se sont éteintes pour lancer le film, le public s'est mis à hurler, et j'ai eu des petits frissons. Redécouvrir le film sur cet immense écran, en 4K remasterisé avec un son incroyable et l'enthousiasme de 2000 fans, c'était complètement fou. Ça faisait très longtemps que j'avais pas revu ce premier volet, mais les premières 20 minutes du film sont ébouriffantes. Et j'oublierai jamais la sensation de les redécouvrir dans ces conditions. La salle applaudissait à chaque fois qu'un des acteurs principaux arrivait à l'écran, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster. Et lorsque Paul Walker est apparu, j'ai eu l'impression que le sol tremblait tellement la foule criait, et je dois dire que ça m'a pas mal émue. Et c'est comme ça, grâce à Vin Diesel, à Fast and Furious et au pouvoir de la famille, que j'ai été convertie aux séances de minuit. Salute, mi familia. J'ai remis le couvert dès le lendemain soir avec Sanguine, un premier film de body horror signé Marion Le Corollaire, et l'ambiance était tout aussi dingue et bon enfant. Au tout début du générique, alors qu'il y avait un long silence, quelqu'un dans la salle a éternué, et tout le monde s'est mis à crier et à applaudir. Je sais pas si vous imaginez 2000 personnes qui se mettent à hurler parce que vous avez éternué, mais je pense que ça doit être assez intense. Personnellement, j'ai un peu raté mon timing parce que je me suis enrhumée après avoir fait toutes mes séances de minuit, mais bon, je suis sûre que j'aurai l'occasion de me rattraper l'année prochaine. Quelques jours plus tard, j'ai aussi décidé d'aller voir Fulfil, un des 2 films de Quentin Dupieux présentés à Cannes cette année, dans lequel Kristen Stewart s'empiffre de pâté en croûte et de choux à la crème, sauf que quand elle mange, c'est pas elle qui grossit, c'est son père, qui est joué par Woody Harrelson. Dupieux est un grand habitué des séances de minuit, et c'est vrai que ces films, très décalés, drôles et surtout très courts, se prêtent parfaitement à ce genre de circonstances. Et cette année n'a pas fait exception, sauf qu'il y a eu une petite particularité en plus. Vous l'avez sans doute vu passer, au début du festival, un collectif d'artistes et personnalités du monde du cinéma ont publié une tribune dans Libération s'inquiétant de la mainmise de Vincent Bolloré sur Canal+. Et plusieurs fois, pendant le festival, lorsque le logo Canal+ ou Studio Canal est apparu à l'écran, et ça arrive assez souvent vu que Canal produit beaucoup de films, la salle s'est mise à huer, surtout pendant les projections de minuit. Et je dois dire qu'avec ce monde, c'est assez impressionnant à entendre. Et puis, le soir de la projection de Fulfil de Quentin Dupieux, qui a démarré à minuit 30, après les nombreux applaudissements, puis les huées au moment du logo de Canal+, quelqu'un a crié ça. C'était probablement la goutte d'eau, parce que dès le lendemain, Maxime Sada, le directeur général du groupe Canal+, a déclaré qu'il ne souhaitait plus travailler avec les signataires de la tribune. Depuis, on peut dire que l'atmosphère s'est un petit peu rafraîchie sur la Croisette. Et depuis, le logo est aussi hué dans certaines projections de presse. On assiste donc plutôt à une escalade entre les deux camps. Et cette guerre de plus en plus inquiétante fait partie de toutes les conversations ici, même s'il est encore difficile de dire en quoi ça va résulter sur le long terme. Et enfin, pour revenir à un sujet un petit peu plus fun, la dernière séance de minuit dont je veux vous parler, c'est Jim Quinn. Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau! Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va? Bonjour Jim. Ah! Je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie? Quel enfer! Fais-moi monter, Jim! Ah, Jim parfait à embrasser une fille. Qu'est-ce qui m'arrive? Il s'agit d'une comédie d'animation sur le milieu gay à Paris, et c'est un de mes plus gros coups de cœur du festival. On y suit l'amitié incongrue entre Jim, une icône de la scène gay qui passe son temps en soirée et à la salle de sport, et Lucien, un jeune twink timide et encore dans le placard.
Et ils vont devoir s'allier au moment où un étrange virus, qui s'appelle l'éthérose, s'abat sur la communauté gay. C'est une comédie d'aventure, mais vraiment outrancière, bourrée de jeux de mots incroyables et de références pop culturelles, avec un message très positif malgré tout, puisque le film prône l'acceptation de soi et surtout la bienveillance au sein de la communauté gay. Et je suis très très contente d'avoir pu rencontrer une grande partie de l'équipe de Jim Quinn, à commencer par les co-réalisateurs Nicolas Atané et Margot Nguyen, et les co-scénaristes Simon Balto et Brice Chevillard. Déjà, félicitations pour le film que je trouve vraiment génialissime. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait d'avoir fait le film le plus fun de Cannes 2026 ? Oh my God. On n'a pas vu les autres, alors donc on te croit, hein, mais... Moi, je vous le dis. Merci beaucoup. On accepte le compliment. Non, mais ça fait plaisir de se dire qu'on donne de la joie et du fun. C'est un sentiment qui est assez agréable de faire rire. C'était notre objectif. Ouais, et du coup, ça fait plaisir de savoir qu'on a à peu près réussi ce pari-là. Je me disais, non, mais de toute façon, c'est pas le genre de film qui va à Cannes. Mais en fait, je connaissais pas la sélection de minuit. Du coup, le producteur, quand il m'appelait, il m'a dit, ouais, c'est la sélection de minuit. Je me suis dit, c'est quoi? C'est la sélection de consolation. C'est la sélection de consolation. Non, on vous a pas pris, mais à minuit, si ça intéresse des gens. Et en fait, non, elle est trop cool. Enfin, vraiment, désolé, j'y connais rien, mais. Trainspotting. Ah oui, du coup, on a vu, non, on était super. Du coup, au contraire, je suis passé de genre, ok, c'est pour vraiment, à genre, mais en fait, ouais, c'est trop bien. Enfin, ça pouvait pas être une meilleure sélection, donc. Ouais, et en plus, il y a une ambiance incroyable en séance de minuit. Je pense que vous allez vivre ça ce soir, parce que je pense que l'ambiance va être incroyable. Enfin, vraiment, je vous le souhaite, mais je pense que vous allez vraiment kiffer. On va essayer de mettre l'ambiance. On espère. Après, tout le monde nous dit qu'il va y avoir une ambiance incroyable. J'ai très très peur que, imagine, un peu comme... tout le monde s'endort, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme la soirée où tout le monde te dit, tu verras, c'est génial. Et finalement, t'as 3 pélos en train de danser sur du Madison. Franchement, je doute que les gens s'endorment. Moi, j'en ai fait quelques-unes là. J'ai fait Fast and Furious, j'ai fait le Dupieux hier soir, et vraiment, même à minuit 45, les gens sont réveillés. Très réveillés. Ils sont vraiment hypés, et en plus avec votre film qui est hyper dynamique, hyper drôle. Enfin, j'ai du mal à imaginer que parce qu'ils sont alcoolisés. Que ça se passe mal. Oh, tes doigts. Alors, la question la plus importante, c'est est-ce que vous savez comment ils ont traduit Solution Clonale dans les sous-titres? C'est tellement l'identité en fait du film aussi, toutes ces blagues, ces jeux sur les mots. Je me suis dit, mais comment ils vont faire? Enfin, c'est un niveau exigeant de traduction aussi, parce que l'écriture, elle est brillante et ça marche très bien en français, mais donc je me demande vraiment comment tout ça va être traduit. C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir ça ce soir. Notre diffuseur quand même américain, Global Constellation, nous a dit que ça passait la barrière de la traduction. Donc ça nous a rassurés. Distributeur international, attention. Oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait des projections, et apparemment, les gens qui ont assisté aux projections, donc anglophones et même italiens, ont rigolé, et je pense que l'humour apparemment traverse les frontières parisiennes. J'espère. J'ai cru comprendre en lisant le dossier de presse que ce film est le fruit d'une collaboration entre les gays et les hétéros. Comment ça s'est passé globalement, cette collaboration entre ces deux mondes si différents? Le monde gay nous a pris par la main, littéralement. Parce que, comme des petits twinks. Voilà, comme des petits twinks, comme Lucien. et faibles que nous sommes. Et un berbe. Non, on a quand même un peu de barbe. Donc, voilà. Donc, on est des loutres, il paraît. On a appris ça, effectivement, quand on a commencé à bosser avec eux. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Nous, on avait peur de pas être légitime. Et en fait, Marco et Simon nous ont pris par la main pour nous faire découvrir cet univers qui... Quand vous le décriviez à l'époque, on pensait que c'était littéralement un truc sorti d'un jeu de rôle, d'un D&D. Et en fait, c'était totalement vrai. Les puppies, des sessions, Bears, t'avais les Jim Quinn. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu un vrai... et c'est ça qui est beau dans le film, et j'espère qu'on comprend, malgré le high concept qui peut parfois avoir l'impression qu'on divise, alors que c'est complètement l'inverse. Il y avait une réelle admiration et envie commune de découvrir nos vies et beaucoup de respect. C'est-à-dire qu'on a des vies qui sont complètement différentes. On en blague souvent, mais c'est vrai que parfois, le lundi matin, quand on se retrouvait en salle d'écriture, eux n'avaient pas dormi puisqu'ils ont des enfants et qui faisaient leurs dents. Et nous, on n'avait pas dormi parce qu'on sortait de soirée. Et on était chacun en admiration et en envie sur nos vies réciproques. Et j'ai l'impression que ce respect et cette curiosité mutuelle se ressent dans le film. En tout cas, je l'espère. Nettoyage de couches versus nettoyage de backroom. Au final, voilà. Ça se rejoint. C'est les mêmes problématiques. Je comprends. Et alors du coup, j'arrive assez bien à percevoir quelle a été la contribution homosexuelle à l'écriture du film. Quelle a été la contribution hétérosexuelle? Qu'est-ce que ça a apporté d'avoir un regard hétéro dans ce film-là? Ils nous ont expliqué les règles du foot.
Alors, en fait, non, il se trouve qu'avec Nico, c'est un peu la grosse blague, on est pourri en football. Mais ce que ça a apporté, je dirais, c'est que, au début, on était un petit peu des noobs dans ce contexte, effectivement, et des soirées gays. En fait, ça a permis de peut-être donner une vraie porte d'entrée aux spectateurs et que le film soit vraiment tout public, en fait, finalement. Enfin, à partir de 12 ans, on est d'accord. Hein. Ouais, même plus. Mais c'est qu'en fait, on est passé d'un film qui peut-être partait un peu plus sur quelque chose de l'ordre du divertissement, mais peut-être un petit peu plus niche, qui comprend ses propres codes, à quelque chose qui fait vraiment découvrir en fait tout cet univers et c'est Lucien qui représente ce prisme-là. En fait, c'est lui le personnage porte d'entrée, le petit twink qui a tout à découvrir de ce monde incroyable. Vous avez traduit un monde qui était très 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 précis et que vous connaissiez pas, donc je pense que c'était ça l'apport. Je pense qu'on a été complémentaires quand même dans la room après, parce il y a eu beaucoup d'écoute. Effectivement, toi tu parlais de ce côté respect mutuel, les couches, la backroom, même combat. Il y a eu un équilibre, moi je trouve, qui a été trouvé dans la room d'écriture. Beaucoup d'écoute, et c'est très rare. C'est extrêmement rare en room d'écriture. Toi, quand on a fait beaucoup, souvent c'est à qui va donner la bonne réplique, la punchline. Et là, j'ai l'impression que chacun a pu s'exprimer. Et vraiment en complémentarité. En fait, on voulait faire rire aussi, tu vois. Voilà, c'est tout ça. le temps. On voulait faire rire, on cherchait tout le temps la blague, et c'est ça le plus important en fait. Et je pense que ça marche parce que maintenant les gens nous disent que c'est drôle, donc tant mieux. Ah bah oui, je confirme. Et alors, est-ce que vous avez appris quelque chose au-delà de votre statut de loutre? Qu'est-ce que vous avez appris respectivement sur l'univers hétéro et sur l'univers homo? L'orgasme prostatique. Ouais. Nicolas. Oh waouh. Et enfin, il révèle. Ça y est. Alors ça, c'était notre but. Une exclue dans ce podcast. Merci. On avait envie que à chaque personne qui sort de la projection, chaque homme teste son orgasme prostatique. Je pense que ça, c'était un objectif qu'on avait. Je te laisse assumer tes propos, Marco, et puis. Merci. Et il y a cette rencontre de ton aussi, quoi. En fait, comment tu traduis une colère face à une injustice parce que t'es différent, la pression qui te met la société, mais en faire quelque chose de drôle, parce qu'en fait, je trouve que c'est plus puissant. Assez rapidement, on a compris que aussi, même si nos réalités pures étaient différentes dans le lifestyle et tout ça, en fait, on a subi finalement certaines choses qui parfois étaient connectées, comme le masculinisme toxique, et d'en parler. Moi, j'ai découvert effectivement que dans le milieu gay, des hommes entre hommes, finalement, ça pouvait être aussi très toxique et se juger sur l'âge, l'apparence, de manière très violente. Et j'avais cette image aussi à déconstruire de le monde LGBT est quelque chose de merveilleux, un peu comme Lucien aussi, cette candeur, cette vision que tout le monde va se tenir main dans la main et être bienveillant. Et en fait, pas du tout. Ça peut être très dur. Ça dépend des endroits, mais les personnes peuvent être très dures entre elles. Et le masculinisme toxique, c'est un truc qui m'a toujours touché. Ayant grandi dans les années 80 et 90 aussi, c'était très présent, enfin dans la cour de récré. Du coup, c'est en ce sens que je crois qu'on a eu les mêmes blessures à plus ou moins haut niveau, évidemment, mais sur des thématiques qui nous rassemblaient, en tout cas, qu'on voulait raconter dans cette satire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de divisions et de cloisonnement aussi au sein de la communauté LGBT et j'imagine au sein même de la communauté gay. Et j'imagine que vous l'avez vu quand la bande-annonce est sortie. J'ai vu qu'il y avait eu des accusations de biphobie dans les commentaires. Ce qui, moi, m'a surprise, évidemment, ayant vu le film, parce que j'ai l'impression que tout le propos de votre film, c'est justement de vouloir décloisonner la communauté et de prôner plus la bienveillance. Comment vous prenez ces commentaires-là, ces retours-là et ces accusations Je les ai vus, ces commentaires. Vous avez complètement compris le propos du film. Donc, effectivement, le but entier du film, c'est de décloisonner et d'unir. Moi, je me suis dit tout simplement, ils n'ont pas vu le film. Et je serais ravi et intéressé d'ailleurs d'avoir des débats. On n'est pas parfait, on est des auteurs, on réfléchit. On peut même potentiellement faire des erreurs et moi, je serais toujours intéressé d'avoir des discussions. Et on s'est posé plein de questions. Je serais ravi d'avoir ce débat avec des personnes qui ont vu le film. Et s'ils ont des reproches, discutons-en. On fera mieux la prochaine fois. Voilà. Le but derrière était de bien faire et justement, encore une fois, de décloisonner et d'unir. Absolument pas l'inverse. Et alors, j'imagine que vous le savez, mais cette année, c'est une année record aussi, puisqu'il y a 22 films qui sont éligibles pour la Queer Palm. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être à Cannes cette année-là aussi ?
Alors, il y a deux réponses. Il y a la réponse hyper joyeuse de dire c'est trop bien. Il y a plein de films queer qui sont très, très chouettes. Moi, j'ai vu Club Kid, qui est absolument génial. Du fioul dans les artères. Du fioul dans les Du fioul artères. dans les artères. De Pierre Lecal. qu'on Bouleversant. embrasse. On est un peu deck parce que du coup, Et ça fait Lavada. plus de compétiteurs et de très bons compétiteurs en plus. Non, mais en vrai, c'est génial. Bah, après, moi, je pense, enfin, moi, je le prends pas comme une compétition. Je trouve ça vraiment, je suis super content et super fier que ça existe, tu vois. Donc, rien que le fait qu'il y ait tous ces films, je trouve ça génial. Donc. Quel chemin parcouru. Quel chemin parcouru Non, de ouais, se c'est dire ça, que maintenant, effectivement, il y a on est autant tous de. là ensemble. Effectivement, on est passé de invisible à cette sélection si présente et on se rend compte que du coup, ça intéresse les gens. C'est ça qui est chouette. Toutes les histoires sont bonnes à raconter et que y compris les histoires queer, quoi. Donc, continuons. J'ai aussi eu le plaisir de rencontrer le casting du film, Alex Ramirez, qui joue Jim, Jérémy Gillet, qui joue Lucien, et Shirley Soignon, qui joue Nina, la meilleure amie de Jim. Qu'est-ce qui vous a donné envie à chacun de vous de participer à ce projet ? Le scénario, le fait de faire du doublage et d'interpréter un mec musclé qui se regarde dans un miroir. Exactement la même chose sans les muscles et le miroir. Mais non, et le fait de effectivement jouer un rôle d'animation, ça permet vraiment de s'éclater, de pousser les curseurs et ça, c'est vraiment chouette. Et puis le scénar de fou, quoi. L'animation qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le jeu, de vraiment d'expérimenter, de se casser la gueule s'il faut, d'être parfois trop s'il faut. Mais comme on n'a que la voix comme médium, il faut en mettre un tout petit peu plus que quand on est à l'image aussi pour faire passer véhiculer certaines émotions. C'était ma question suivante. Effectivement, je me demandais si avec l'animation, ça permet de plus lâcher prise. Et en plus, c'est un film qui va très loin dans l'humour, dans les rebondissements, et ça vous a un peu libéré en fait de faire du doublage. Moi, je vais commencer. J'avais arrêté pendant 3 ans la scène. J'ai tout arrêté pendant 3 ans. Et en fait, c'est Jim Queen, c'était à la reprise pour moi. Donc, j'étais en mode, c'est génial de pouvoir ne pas voir mon visage pour le moment, mais juste donner ma voix, m'éclater avec la voix, jouer. Donc, ouais, c'était, il y a une vraie liberté. Et puis, c'était des croquis au début. Donc, comme c'était des croquis, on n'était pas bloqué à l'image, quoi. Donc, on pouvait vraiment proposer des choses aussi. J'en ai beaucoup proposé à Alex. Mais il y avait cette idée-là, quoi, de pouvoir proposer. Ne pas être juste là pour donner sa voix. Et un truc qui est spécifique à l'animation française, enfin l'animation en tout cas dont tu fais la voix originale, c'est que tu enregistres les voix avant que les dessins soient faits. L'animatique a été réalisée après l'enregistrement de nos voix, ce qui fait qu'on était effectivement beaucoup plus libre que s'il fallait suivre une bande rythmo dont les labiales sont déjà synchronisées et tu n'as qu'à faire la VF, ce qui est super aussi, mais c'est une autre liberté à trouver. Là, on était vraiment dans un bac à sable. Est-ce que ça veut dire aussi que du coup les dessins ont pris votre forme de plus en plus et se sont inspirés aussi de la manière dont vous avez joué physiquement ces rôles-là ? Alors, il y a quelqu'un qui faisait le making-of qui venait parfois nous filmer pour si jamais pendant une prise, on avait, je sais pas, sur une phrase, un bras qui partait, je sais pas, une tête qui se tournait, pour savoir s'il pouvait peut-être l'ajouter à l'animation. Mais est-ce que les personnages sont basés sur nous ? Je crois pas. Non, physiquement, ils étaient déjà comme ça, ouais, je crois. Je crois que Lucien a changé de coupe de cheveux. Littéralement, il avait un carré blond. Et il a eu les cheveux bouclés comme toi après, tu vois. C'est vrai. Et moi, ils ont rajouté un peu de charisme pour coller un peu à mon humilité, je crois. Ouais. Il en avait déjà énormément, donc c'est te dire le charisme du bonhomme. Et alors, quand vous avez vu le résultat final, vous avez ressenti quoi ? Horrible. Lugubre. Moi, j'étais trop content. J'étais trop fier. Et c'est comme si, tu sais, quand ta maman, elle t'a fait un putain de beau déguisement, tu te reconnais plus, mais t'es là, oh, je suis un super héros. Et là, c'est vraiment ça. Et des fois, je fais du cinéma aussi pour ça, où j'aimerais trop, des fois, jouer devant un fond vert pour dire, je regarde le film et, oh, ils m'ont mis dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, ils m'ont mis dans des situations, et après, c'est plus toi, c'est le perso. J'ai adoré faire partie, comme tu disais, d'être un élément dans un tout, parce que le monde de l'animation, finalement, t'es que la voix. Et tellement fier d'avoir cette place-là. Un plaisir très très enfantin et une fierté très très et dans la queerness et dans juste le fait d'être comédien, tu vois, dans mon métier et dans mon identité queer, quoi. Mais moi je peux pas répondre à la question parce que je l'ai pas encore vu. Je croyais que ouais, c'était un ce film soir, pour c'est les la première enfants, fois. tu vois. On m'a dit non, apparemment pas du Décidé tout. de le découvrir devant 2500 personnes. Bon. Donc je vais me lever et dire j'aime pas du tout. Je me casse, c'est nul. Non, les extraits que j'ai vus en tout cas. Mais de toute façon, même avant même de voir le film terminé, enfin j'étais vraiment, je m'éclatais au Mais scénario. t'es pas prête. Ça me faisait vraiment marrer, quoi. Et effectivement, la fierté qu'il y a, comme tu dis, par rapport à la communauté, de pouvoir raconter une histoire c'est tellement malin ce qu'ils ont fait de parler de virus, puisque c'est un peu ce que les homophobes pensent avec l'homosexualité, d'inverser les choses, ça va beaucoup bousculer, je pense. Ouais. Parce qu'on va dire, attends, en fait, finalement, tous ces homophobes un peu latents vont se dire, mais merde, faut sauver ces gars, il faut les sauver, là. Et puis tu peux rien dire quand t'assumes, tu vois. Ouais, tu vois, exact. nous on l'a vécu dans l'humour. Quand tu dis ouais, en fait je suis gay, nanana, en fait si tu prends tous les clichés à rebrousse-poil, et les gens font t'es gay, ouais, il a déjà tout dit, on peut pas. Et en fait t'es invincible. Et ils ont fait ça. Et concernant la communauté, justement, on place toujours beaucoup d'attentes sur les films queer.
On veut qu'il y ait une représentation qui soit absolument parfaite. On veut parfois que ça raconte tout, toute l'histoire et toutes les nuances de la communauté LGBT. Comment vous vivez justement ces attentes-là? Enfin, est-ce que vous ressentez une responsabilité ou au contraire, vous essayez de pas y penser? La responsabilité, elle est plus, nous, on n'est que les voix, donc c'est vraiment, je pense, plus Marco et Nicolas qui sont les réalisateurs, et Brice et Simon qui ont écrit le film, qui doivent la ressentir. Maintenant, nous, en tant que voix, oui, moi, je peux comprendre le point de vue de quelqu'un qui fait partie d'une minorité dans la minorité, qui a un besoin de représentation, parce que c'est vrai, et ces films sont suffisamment rares et compliqués à produire pour qu'on ait envie de représentation quand enfin il voit le jour. Maintenant, c'est vrai que c'est un film qui s'attarde vachement sur la lettre G du LGBTQIA+. Le problème, c'est que ça peut pas faire un abécédaire de la multiplicité de genres et d'orientations sexuelles, sinon ça phagocyte le récit. Waouh, beaucoup de mots. Très bon Scrabble. Mais c'est vrai qu'en plus le film le dit assez tôt, je crois, que en fait non, mais là on est sur le G et on n'est pas sur les autres lettres, donc voilà, c'est une manière aussi peut-être de stopper les attentes de certains, je pense, par rapport à ça. Et ça fait quoi d'être la caution en fait féminine dans cet univers très masculin? Que féminine, tu crois? Moi, j'aime bien l'idée de servir une histoire, quoi. Je suis pas trop à cet endroit-là sur des choses de cause, etc. Parce que à un moment donné, ça devient un problème inverse. C'est-à-dire que si on doit effectivement tout raconter dans un film, on raconte plus rien, quoi. Donc moi, je suis hyper contente de ce que raconte l'histoire, de ce qu'elle défend, et je me sens pas ni caution ni, je me sens juste un rôle comme Jim et Lucien, quoi. Qui a un super rôle en plus, Mais ouais, qui il est est génial, vraiment ouais, c'est génial. Et c'est une année record aussi à Cannes, puisque vous le savez peut-être, s'il y a 22 films éligibles pour la Queer Palm, ça vous fait quelque chose de participer à cette sélection-là particulièrement ou... Bien sûr, mais c'est hyper important. J'ai l'impression que c'est un record, mais c'est aussi une réponse à l'état du monde et la situation politique dans certains pays, que ce soit les États-Unis ou ailleurs. C'est extrêmement important d'avoir une visibilité, d'avoir une plateforme aussi importante et à l'aura telle que celui du Festival de Cannes, qui met en avant ces films-là et ces problématiques-là, bien sûr. Et je trouve ça fou parce qu'à un moment, je sais pas si ça se trouve 50% des films seront sélectionnés dans la Queer Palm, mais on comprendra qu'il y a plus de Queer Palm à faire, puisque tout le monde est un être humain, comme tout le monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être ça tend sur un truc où à un moment ce sera ridicule pour les bonnes raisons. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et donc ce soir, séance de minuit. Ouais. Vous en avez fait déjà? Vous êtes déjà venu à Cannes? J'ai fait des séances à minuit, mais à Pigalle plus. Alors généralement, il y a une ambiance de fou pendant la séance de minuit. Il paraît. Ouais. Bah, Moi, c'est j'en ai fait beaucoup cette année justement parce que je voulais faire un épisode entier sur ça, et je pense que la vôtre, à mon avis, va être la plus folle. Je veux pas vous mettre la pression. Il faut pas dire ça. Non, je veux pas vous jinxer. C'est mon premier festival de Cannes, donc ça sera toujours fou. Ouais. Quoi qu'il se passe, tu vois. Oui, bien sûr. Genre, il n'y a pas eu de standing. Bon, bah, c'est fou quand même. Tout est promis. Ouais, ça donne envie. On a hâte. Il y a un truc un peu, pour moi, c'est encore un peu fumeux, un peu gazeux, tu vois, toute cette histoire. Il y a un côté un peu mystérieux, et t'es dans les limbes de ce que tu vois à travers l'écran. Mais d'y être, ça va être fou, quoi. Bah ouais, enfin, en fait, comme on est très fatigué, généralement, l'ambiance est encore plus survoltée parce qu'on est à fond, en fait, quoi. Donc ouais, je vous le souhaite, mais je pense que ça va être très très fun. Et... En tout cas, on a les costumes, ça va être clinquant, moi je vous le dis. Hein. Parfait. La Pride arrive. Il y a plein de points de croix assez sublimes sur les costumes. Alors je vous entendais justement tout à l'heure parler du glam et de tous les rendez-vous un peu que vous avez dans la journée. Ça a l'air chargé du coup. Enfin, vous commencez à vous préparer 4 heures avant. Le pire, c'est qu'on vient d'apprendre qu'il y a le glam, certes, le cocktail, mais qu'on ne pourra pas manger au cocktail. Donc en fait, on est sur juste un mode survie. Comment ça, on peut pas manger? Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Parce que j'ai déjà faim, moi. Oui, voilà, donc en fait, je suis en train de commencer à comprendre que... Ok. Les actrices sont si minces. Mais oui, puisqu'on ne les nourrit pas. Je commence à comprendre. Moi, là-bas, je ressemble à Nina. Hein. C'est vraiment depuis à comprendre le secret beauté de Cannes. En fait, c'est chargé, mais c'est un espèce de bulle un peu complètement folle et un peu, tu sais, vis ma vie de star pour quelques jours. C'est fabuleux. Les gens sont hyper sympas. Que ce soit la personne qui t'accueille avec un petit carton avec ton nom. On embrasse Vanina. J'embrasse Vanina. Voilà, j'ai trop envie de rencontrer tous ces gens, que toi, que la délégation, que. Moi, j'adore avoir un planning hyper chargé, c'est ce que pour le dire. J'ai un planning, un planning de star. Ouais, voilà, je me sens pas du tout phagocyté par le truc, quoi. T'avais déjà dit phagocyté. Ah, c'est toi. Okay. Et attends, c'est qui? T'as dit rebrousse-poil. C'était à toi de le dire. Ouais, tu disais à ma place. Ah, vous avez prévu des petits mots à caler? Ah ouais, j'avais d'accord. Tu me dis ce qu'on avait prévu. Ah, s'il vous plaît. J'ai réussi à caler gazeux. Ok. Tu remarqueras. Et t'as réussi à caler point de croix. Point de croix sur les costumes. Et avec plaisir.
Bon, j'avoue que j'ai un peu triché pour ce film-là. Je l'avais vu avant la séance de minuit pour pouvoir faire ces interviews. Et j'avais un conflit d'horaire le soir où la projection de minuit a eu lieu. Donc, j'ai pas pu voir quelle était l'ambiance. Mais je suis sûre qu'elle était absolument incroyable. En tout cas, il le mérite vraiment. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut au moins 8 000. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Avant de vous quitter, il y a 3 films que j'ai vus ces derniers jours dont je voulais absolument vous parler. Et le premier, c'est un énorme coup de cœur. Ça s'appelle Adieu monde cruel de Félix de Givry et c'était sélectionné à la Semaine de la critique. Félix de Givry, il se trouve que c'était le producteur d'Arco, d'Hugo Bienvenu, dont on a déjà beaucoup parlé dans le podcast. Et cette fois-ci, ils ont inversé les rôles. Hugo Bienvenu produit Adieu monde cruel et c'est Félix de Givry qui réalise. Et puis, ils ont fait appel une nouvelle fois à Arnaud Toulon, le compositeur exceptionnel d'Arco, qui livre encore une fois une bande-son absolument exceptionnelle. Et je dirais même que c'est la musique d'Adieu monde cruel qui m'a totalement fait basculer par rapport à ce film. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que c'est un film extrêmement sombre. Déjà visuellement, il y a beaucoup de scènes de nuit, mais aussi dans ses thématiques. Ça démarre avec un adolescent dans une petite ville de montagne française qui décide de se suicider et qui envoie un courrier à tous les gens qui lui auraient causé du tort pour leur expliquer pourquoi il a décidé de se suicider. Sauf que sa tentative foire et qu'il décide de vagabonder dans les rues et de rester caché plutôt que de retourner voir sa famille. Et donc, pendant qu'il y a des avis de recherche, lui, il traîne un peu dans la ville jusqu'au moment où il croise la route d'une jeune adolescente qui a son âge et qui est la fille des propriétaires de l'hôtel de la ville et qui va donc le cacher dans une des chambres inutilisées de l'hôtel. Tous les deux, ils vont développer une relation de plus en plus proche et se retrouver sur une vision du monde assez nihiliste. C'est un film qui a un rythme très très lent et qui m'a rappelé beaucoup d'œuvres, non seulement cinématographiques mais pas que. Ça m'a fait penser un peu à L'Attrape-cœur de Salinger, avec cette histoire de jeunes qui vagabondent un petit peu en s'interrogeant sur le sens de l'existence. Mais j'ai aussi évidemment pensé à La Balade sauvage de Terrence Malick, avec Sissy Spacek, ou Bonnie and Clyde, en gros des couples un petit peu maudits qui partagent une vision du monde très sombre, avec une héroïne féminine qui se laisse un petit peu absorber par la noirceur du personnage masculin au fil du film. Et puis, il y a une influence très très forte de la nouvelle vague, on le sent dans l'image, mais aussi dans la musique d'Arnaud Toulon. Et je pense que c'est vraiment ça le coup de génie du film. C'est que pour un film qui est très froid et très sombre, ils ont décidé d'avoir une orchestration absolument magnifique, très lyrique, très mélodieuse, parfois même grandiloquente, qui va susciter une émotion très vive. Et vraiment, mais ce score est d'une beauté absolument incroyable. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte pour pouvoir le réécouter. Et en fait, la chaleur de cette musique va venir contrebalancer la froideur du film et du récit. C'est vraiment sublime et puis plus on progresse, plus l'émotion va poindre d'une manière assez surprenante. Donc je vous en reparlerai très prochainement quand le film sortira en salle, mais vous pouvez déjà vous noter Adieu monde cruel de Félix de Givry, c'est une grande réussite. L'autre film que je voulais absolument débriefer avec vous, c'est L'Inconnu d'Arthur Harari qui était en compétition pour la Palme d'Or. Le dernier film d'Arthur Harari, c'était Onoda, un film vraiment épique que j'avais adoré puisqu'il appartient à mon genre préféré, Homme perdu dans la jungle. Et là, il revient à un registre très différent, quelque chose de beaucoup plus sec. Et c'est adapté d'une BD qu'il avait créée avec son frère et qui a donc coécrit aussi le scénario. Et ça parle d'un photographe un peu étrange, un peu déprimé, qui vit reclus, qui est incarné par Nils Schneider et qui va se réveiller après une soirée coincé dans le corps d'une femme qui est jouée par Léa Seydoux. On est donc sur un body swap, mais un body swap vraiment pas fun. On est moins sur Freaky Friday que Freaky Lundi. Et on est moins sur un film feel good que sur un film feel very very bad. Je pense que j'admire le film beaucoup plus que je ne l'aime, dans le sens où il essaye de faire quelque chose d'extrêmement singulier dans sa forme, mais que l'exécution est tellement déplaisante que ça m'a laissé un peu froide. Ça parle de personnes qui se retrouvent dans le mauvais corps et donc c'est une réflexion très très poussée sur l'aliénation de soi. Mais le résultat, c'est que c'est un film assez aliénant. Il pleut tout le temps, tout est gris, désaturé, les personnages sont enlaidis physiquement avec Nils Schneider qui est très très maigre et quasiment méconnaissable, Léa Seydoux, elle qui est pas du tout maquillée. Ils portent des vêtements qui ne leur vont pas puisqu'ils sont dans le mauvais corps. Et tout ça, évidemment, ça a un sens. C'est un parti pris très fort de la part d'Arthur Harari. Mais ça donne un film qui garde son public à distance émotionnellement. Très énigmatique, mais qui ne décolle jamais vraiment. En tout cas, moi, dans ces films un petit peu cryptiques, j'ai besoin d'un moment où ça fait clic. Et d'un moment où l'émotion va enfin décoller. Et avec ce film, ce moment n'est jamais venu. Malgré tout, je dois dire qu'en arrivant à la fin de la compétition, ça reste un des films qui m'ont le plus intriguée. Et je suis obligée d'admettre que c'est un long métrage complètement unique. Et rien que pour ça, je pense que je vais devoir le revoir pour me faire une seconde opinion. Et peut-être qu'au deuxième visionnage, je comprendrai enfin tous les mystères de L'Inconnu.
Et enfin, le dernier film dont je veux vous parler, c'est Fjord de Cristian Mungiu, qui était également en compétition. Mungiu, c'est un cinéaste roumain qui a déjà gagné la Palme d'Or avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, qui était un film sur l'avortement. Ces films sont généralement qualifiés de froids et d'implacables parce qu'ils vont toujours venir dénoncer un système. Donc, dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours, c'était un avortement illégal. Mais il a aussi fait Baccalauréat ou RMN. Et c'est souvent des films dans lesquels un étau va se resserrer autour des personnages, des films dans lesquels ce système social ou politique va opérer comme un engrenage de plus en plus mortifère. Et là, Fjord, ça parle d'un couple et de leurs 5 enfants qui s'installent en Norvège. Le couple est joué par Renate Reinsve et Sebastian Stan, qui est chauve dans ce film et donc dans un rôle dans lequel on l'attendait pas forcément après Captain America, le soldat de l'hiver. Et donc c'est une famille chrétienne très très fervente, ce qui détonne un petit peu dans le système très progressiste norvégien. Et un jour, l'équipe éducative des enfants va repérer des bleus sur le corps des 2 aînés et va commencer à soupçonner le père de violence. Et donc, ils vont faire un signalement et ça va enclencher tout un système qui va immédiatement retirer la garde des enfants aux parents pendant que l'enquête est menée pour savoir si oui ou non il y a eu violence. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui est brillamment écrit et qui va nous placer du côté des conservateurs et venir interroger les limites de la soi-disant bienveillance progressiste et du système scandinave qui est évidemment admiré dans le monde entier, justement pour ce progressisme. Il se trouve qu'au tout début de l'enquête, pendant l'interrogatoire, le père va admettre que oui, il lui est arrivé de mettre des petites fessées à ses enfants il y a très longtemps. Or, c'est quelque chose qui est pris très 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 au sérieux en Norvège et c'est ça qui va enclencher tout cet engrenage dont il va être très très difficile pour les parents de se sortir. C'est un film, encore une fois, très froid, ça s'appelle Fjord littéralement, mais vraiment d'une précision absolue dans l'écriture et dans la mise en scène. C'est forcément très très anxiogène et puis ça va venir bousculer un petit peu nos convictions. Alors il y a certaines personnes qui diront que le film est réac, c'est pas vraiment comme ça que je le vois. Je pense pas forcément que ce soit un film qui dise que au final les chrétiens conservateurs ont raison tandis que les progressistes scandinaves ont tort, pas du tout. Mais je pense que c'est intéressant de venir interroger justement les limites de cette bienveillance et la manière dont parfois un système progressiste reste un système et va reproduire aussi une certaine forme d'oppression. C'est quelque chose qui a été très dénoncé d'ailleurs ces dernières années, notamment dans le milieu militant. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant de venir appuyer là-dessus. Et puis ce qui m'a beaucoup plu, c'est que parfois les films de Mungiu, qui sont extrêmement rigoureux, extrêmement froids, déjà ils sont assez compliqués à regarder à Cannes dans un contexte où on est très fatigué. Et puis, ils vont être parfois très, très sérieux. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est qu'il y a 2 petites touches de fantaisie qui vont surgir à 2 moments du film, au début et à la fin, en rappel. Et dans un récit aussi implacable, j'ai trouvé ça très inspiré. Et ce que le film nous dit, au final, c'est pas juste l'opposition entre ces 2 systèmes, conservateurs et progressistes, mais c'est aussi comment s'occuper au mieux de nos enfants. Et ce qui est vraiment très touchant dans le film, c'est l'amitié entre la fille, justement, de ce couple chrétien et sa nouvelle voisine, qui, pour le coup, est totalement un produit de notre époque, un peu plus progressiste, qui est beaucoup plus libéré dans sa manière de se comporter. Et elles vont développer une amitié un petit peu incongrue toutes les 2, mais très touchante. Et c'est vraiment là que le film va aussi trouver toute son émotion. Je pense que Fjord pourrait se retrouver au palmarès. Alors certes, Mungiu a déjà eu une Palme d'Or, mais je dois dire que c'est un film très 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 réussi pour le cinéaste roumain. Donc à voir ce qui se passera samedi. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films, enregistré dans de multiples endroits du Festival de Cannes, sur le tapis rouge, dans les salles de projection, ou encore à côté des toilettes de la salle Agnès Varda. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le commenter, mettre 5 étoiles, vous abonner, parler de ce podcast à tous vos amis. D'ailleurs, j'en ai encore croisé certains d'entre vous dans le palais et je suis vraiment très très contente de pouvoir vous parler dans la vraie vie. Si cet épisode ne vous a pas plu, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur le Festival de Cannes. À plus. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.